Le cinéma d'horreur a le vent en poupe ces dernières années. S'il s'agit pour certains d'un moyen cathartique d'évacuer ses angoisses les plus profondes, il s'agit pour d'autres de faire un portrait robot tordu de phénomènes sociaux. Avec Obsession, Backroom et The Substance, on explore différents aspects de la psyché humaine dans des genres très différents, à savoir l'horreur psychologique, le gore et le surnaturel. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de On regarde ou pas, un podcast dans lequel on analyse, on critique et on décortique des films et des séries. Je suis Michel. Et moi c'est Audrey. Et aujourd'hui, nous allons parler d'horreur. Plus spécifiquement, on va s'attarder sur les films Backroom, Obsession et The Substance. Alors, trigger warning, enfin même pas spoiler warning, pardon. On va absolument tout spoiler. Donc si vous n'avez pas vu les films, vous connaissez le rituel, vous allez les voir. Ou bien si vous ne voulez pas les voir et vous voulez juste discuter des films, sachez qu'on va rentrer dans tous les détails. Mais avant tout ça, dis-moi Audrey, premièrement, comment ça va ? Ça va bien, un peu chaud et toi ? Pareil, on survit, on s'hydrate, on tient le coup comme on dit. Dis-moi, est-ce que tu as vu des films intéressants, enfin en dehors de ceux dont on va parler, est-ce que tu as vu des trucs intéressants récemment dont tu souhaites nous faire part ? Eh ben ouais, j'ai fini de regarder la dernière saison de The Bear et comme j'en avais pas assez de Ayo Edebiri, je me suis lancée dans plusieurs de ses films et j'ai regardé After the Hunt, que j'avais toujours pas vu, avec elle et Julia Roberts. Ouais, et Andrew Garfield. Exactement, c'était un film intéressant. Ça change un peu de tous les films d'action que j'ai vus ces derniers temps, donc c'était pas trop mal. C'était une histoire intéressante. Ok. J'ai regardé Opus, qui était un peu spécial aussi. Tu l'as vu ? C'est le truc dans une secte, là, c'est ça ? C'est une journaliste qui rentre dans une secte ? Ouais, j'avais vu la bande-annonce. Il était... Wouf, c'était marrant. C'était un peu Midsommar, mais moins bien. Ok. Et j'ai regardé Bottoms. C'était un peu plus ancien. J'avais adoré ce film. Oui, il est vraiment hyper cool, j'ai beaucoup rigolé. Non, franchement, The Bottom, c'est une hyper bonne reco à voir absolument. Il est drôle, il est décalé, il est détente. On passe un bon moment. Les acteurs qui jouent, ils se prennent pas au sérieux. Ça fait que c'était un très bon moment à passer. Ouais, Bottom, c'est fun. Donc ouais, ce sont les 3 films qui m'ont marqué, parce que j'en ai regardé quand même pas mal ce mois-ci, mais ces 3-là en particulier, j'étais contente d'en parler. Et toi, qu'est-ce que t'as vu d'intéressant ? Qu'est-ce que j'ai vu d'intéressant ? Je sais plus. J'ai été particulièrement secouée par l'annonce de la fermeture de l'application TV Time. Donc, j'ai passé tout mon temps à essayer de trouver une alternative pour pouvoir garder tout mon historique de films et séries. Donc voilà, principalement ce que j'ai fait. Écoute, j'en ai téléchargé une qui s'appelle Sholi et je sais pas. Écoute, ça... Je mets des trucs, ça a l'air de marcher, mais je reçois pas de notification, donc je suis pas encore satisfaite. C'est pas pareil, et je pense que ce sera jamais pareil tant que ce sera en version gratuite. Donc il va peut-être falloir que j'investisse, mais c'est une discussion pour futur Michel, pas pour tout de suite. Et sinon, j'ai été hypée par la vague de Love Island, saison 8, la version américaine. Je ne sais pas quoi en dire. À part que c'est fascinant. C'est fascinant de regarder des gens que tu coinces dans une maison et tu leur dis « t'as intérêt à trouver l'amour par tous les moyens. T'as intérêt à trouver quelqu'un, sinon on te vire. » Et donc tu les vois essayer de prendre 2 pièces de puzzle qui n'ont jamais été censées être mises ensemble et essayer de les emboîter par tous les moyens possibles. Et ensuite, il y a tout un discours... sur les réseaux sociaux, je suis pas dessus, mais j'en ai quand même vent, parce que t'as plein de gens qui essayent de se projeter dans certaines personnes et qui interprètent leurs relations en fonction de ce que eux-mêmes ont vécu. Donc, en termes social, c'est psychologique et sociétal, c'est fascinant. Écoute, j'ai jamais regardé Love Island, j'en ai beaucoup entendu parler. Ouais. Je crois qu'on en avait déjà parlé, on a écouté des podcasts qui en parlaient, mais je sais pas si je me lancerais. En plus, je crois qu'il y a déjà beaucoup trop de saisons, il y a trop d'épisodes, ça me... Moi, j'étais comme toi, mais j'ai commencé la saison de l'année dernière, et après, c'est vrai que c'est intense. Il y a un épisode par jour, tous les jours, sauf le mercredi. Et des fois, il se passe rien, et des fois, il se passe des trucs de ouf, et des fois, t'es là en mode... pourquoi je regarde ça ? Mais là, ce qui est intéressant, c'est que c'est la première année où... Parce que d'habitude, la série a été regardée majoritairement par des femmes et par des hommes gays.
Mais là, cette année, il y a des mecs hétéros qui sont là et qui voient les choses totalement différemment. Et ensuite, cette année, c'est la première fois qu'il y a autant de personnes non blanches dans la maison. Tu les observes en train de se mentir les uns aux autres et de... Ouais, d'essayer de... En fait, tu sais pas s'ils sont là parce qu'ils veulent devenir célèbres, s'ils sont là parce que ils y croient, ou s'ils sont là parce que... parce qu'ils ont peur de se faire rejeter, en fait. En fait, t'as tous ces trucs qui rentrent en compte et c'est fascinant. Mais oui, ça fait beaucoup d'épisodes. Je suis d'accord jetterai avec toi. peut-être un œil si j'ai du courage. Ouais. Et sinon, j'ai regardé... le seul truc que j'ai activement regardé, là, c'était Widow's Bay. Si tu veux en parler, on peut commencer par ça. Ah ouais. T'as fini la saison? J'ai fini la saison. T'en as pensé quoi? J'ai pas aimé. J'ai pas du tout aimé. Ah bon? Dès que ça a commencé, j'ai pas aimé. J'ai pas trouvé ça drôle, j'ai pas trouvé ça intéressant. J'ai pas trouvé ça... ça faisait pas peur, même si c'était pas le but. En fait, j'ai trouvé ça trop léger et j'ai détesté la scène de fin. La scène de fin... Quand ils ont tiré J'ai sur la mamie. détesté le fait que le seul homme noir de la série soit un policier, premièrement, et ensuite j'ai détesté ce qu'il a fait. Écoute, moi, j'ai trop aimé la série. Ok. J'ai trop aimé, j'ai trouvé que c'était hyper fun, c'était un peu décalé. Bon, je suis bon public dans le sens où j'ai pas trop peur des films d'horreur, donc c'est vrai que j'ai pas trouvé que c'était effrayant non plus. Je peux comprendre qu'il me semble qu'il y a des gens qui ont trouvé qu'il y avait des scènes qui faisaient un peu peur. Mais je l'ai trouvé marrant, intriguant. J'ai envie de savoir le secret de l'île et tout, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. Donc moi, ça m'a plu. La façon dont ils résolvent l'histoire, bon, sur la fin, c'était un petit peu entendu depuis le début. Bon, on comprenait un peu que... Je spoil, hein, pour tous ceux qui n'ont pas vu la série. On comprend très bien qui va être le personnage important parce que c'est celui dont on nous parle depuis le début de la série, qui a l'air central pour le personnage principal, son fils. Et on comprend très vite qu'il va avoir un rôle dans cette histoire de malédiction. Même s'ils essaient de nous faire croire le contraire à un moment, mais c'était, pour moi, c'était grillé assez vite. Dès que le mec il dit si vous vous débarrassez de moi, j'ai plus aucun descendant, donc Oui. vous êtes sûr que voilà, tu dis c'est sûr. C'est sûr qu'il y en a, ça peut être que lui. Il y a qui d'autre? Qui d'autre, c'est clair. Et oui, ce qui se passe avec la mamie, là... Mais moi, je me disais, mais laissez le temps à la mamie de mourir. Enfin, attendez quelques années de cœur sans plus, et puis après, voilà, quoi, tu vois. Passe à autre chose. Non, mais surtout, ce qui m'a agacé, c'est tout ce truc de dire que non, le personnage principal, il est prêt à le faire, et il était prêt à le faire, hein. Il l'a même fait, tu vois, techniquement, c'est juste que c'était pas les bons médicaments. Et donc, j'ai l'impression que pour nous faire ressentir de l'empathie pour lui, ou pour le faire passer pour moins méchant qu'il ne l'est, on ramène le policier, on dit non, lui il arrive, il tire. Ouais, c'est vrai que c'était une scène chelou. Surtout que t'as, j'ai oublié comment il s'appelle, mais t'as du coup le mec qui était là en disant non, mais tu sais, celui qui était contre lui pendant toute la saison en disant non, mais il se passe des choses et tout, tu vas tuer tout le monde si tu fais pas attention. Ce mec était disponible. Pourquoi tu l'as pas envoyé lui en fait? Et du coup, ça m'a agacé. Ok, bon. Est-ce que tu vas regarder la saison 2? Non. Je pense pas. À moins ce qui se passe, à moins ce que les gens me disent, ah non, vraiment, c'est extraordinaire et tout. Et en plus, il y a beaucoup de. Je sais pas si tu connais notamment Hiro Murai, qui est un réalisateur qui a fait notamment Atlanta, qui a fait Barry, qui est une de mes séries préférées et tout. Et j'adore ce qu'il fait en termes de réalisation. Et je crois que c'est lui qui a réalisé les 2 ou 3 premiers épisodes. Donc, et même, je vois des noms passer et tout. Il y a du casting et tout. C'est plutôt joli à regarder. Mais après, c'est vrai que, enfin, je trouve que c'est pas intéressant. Non, moi j'ai bien aimé. Franchement, j'ai beaucoup aimé la vibe de la série, l'ambiance, les couleurs, l'endroit, tu vois. C'est sur une petite île, c'est isolé, il y a des trucs bizarres. C'est ce qu'il me faut. Ça, s'ils auraient dû la sortir en automne, là, ça aurait été parfait. Ouais, je suis pas bon public. Quoi d'autre? Is God Is? Is God Is, il m'a beaucoup, beaucoup plu, ce film. Ok. Je savais pas que c'était... Je sais pas si tu l'as vu, mais que c'était à l'origine une pièce de théâtre. Oui, j'ai vu ça, ouais. Ça, j'ai vu après avoir vu le film. Donc, je suis assez intriguée maintenant. J'ai envie de voir la pièce de théâtre, voir comment c'était en comparaison avec le film. Mais sinon, il m'a beaucoup plu. J'ai trouvé vraiment... Il y avait un petit côté Tarantino, hein, clairement, dans le film. Et ça change quand même de voir des femmes noires qui sont pas présentées comme... des belles gosses, puisqu'elles ont le truc où elles sont brûlées, tout ça. J'ai adoré chaque apparition de Star qui a duré 5 minutes. Genre, Janelle Monáe qu'on voit 5 minutes dans le film, mais elle a quand même un impact, je trouve. Et Vivica Fox, forcément, je pensais qu'on l'aurait vu plus, qu'on la voit dans la bande-annonce, puis je crois que dans la bande-annonce, on voit l'unique moment
où elle est présente dans le film pendant 10 minutes, quoi. Oui, oui. Et toute la violence dans le film, oh là là. Et toi, t'en as pensé quoi? Qu'est-ce que j'en ai pensé? Je sais pas, je me suis un peu ennuyée. J'avais pas d'attente. Bon, déjà, pour rappel, donc pour présenter le film, puisqu'il sortira pas en France, c'est un film où on suit deux sœurs jumelles qui ont été brûlées par leur père quand elles étaient enfants et qui découvrent que leur mère, qui aussi a été brûlée, est vivante. Elle pensait qu'elle était morte. Et leur mère leur demande d'obtenir vengeance et d'aller tuer leur père. Et donc, on les suit dans leur road trip pour retrouver la trace de leur père et pour, du coup, obtenir vengeance. Et t'as tout un truc parce que t'as une des sœurs qui est totalement défigurée, l'autre qui est brûlée au bras, mais qui s'en sort un peu mieux, je veux dire, dans la façon dont elles sont traitées. C'est-à-dire, quand elles arrivent quelque part, celle qui est totalement défigurée, ben, les gens la regardent. Enfin, il y a tout un commentaire sur la façon dont on traite les personnes handicapées. Et il y a cette phrase que j'avais trouvée intéressante, c'est que quand les gens sont méchants ou jugent, etc., c'est celle qui est le moins défigurée, celle qui est celle qui passe le plus facilement physiquement, qui a le droit d'être en colère, d'être méchante, d'être violente. Et sa sœur, elle qui a une apparence beaucoup plus difficile, eh ben, se doit d'être gentille, d'être dans l'empathie, d'être tolérante, parce que elle sait déjà comment elle est perçue par la société. Donc, tu as toute cette dichotomie qui est montrée tout le long du film. Et on arrive à un point où, du coup, la sœur... Après, il y a aussi un discours sur le fait que elle ressemble beaucoup à son père, celle qui est violente, mais aussi sur le fait que, du coup, elle devient tellement violente et cruelle et elle prend tellement de plaisir à obtenir vengeance parce que, du coup, ils découvrent que leur père a été avec d'autres femmes et qu'il a eu d'autres gosses, etc. Donc elles sont là, on massacre les femmes, on massacre les... Il y a on tue beaucoup de gens durant ce road trip. Et du coup, elle atteint un tel niveau de violence et de cruauté qu'elle apprécie qu'elle peut plus vivre. Et j'ai trouvé que ce truc-là était un peu feignant. Et ensuite, bon, Sterling K. Brown, c'est un acteur que j'aime bien, qui est extrêmement charismatique. Mais pour le coup, je trouve que le rôle ne lui donnait pas de matière. Il était juste méchant. Genre, c'était juste un mec evil, genre le genre de mec qui vient et qui brûle sa femme et ses enfants et qui part et qui sifflote. Genre, qui a le temps d'allumer sa cigarette et de rester dans le perron, qui est pas inquiété par la police ou les pompiers. Vraiment, ça faisait méchant de dessin animé. Et j'ai pas compris pourquoi c'était aussi léger de ce côté-là. Moi, quand j'ai regardé le film, j'ai pas autant perçu le côté, j'ai pas été particulièrement sensible au côté ou le traitement des filles par rapport à leur handicap, mais vraiment à la traînée de violence qu'avait laissé en fait et d'abandon et d'enfants, de femmes et compagnie qu'avait laissé son père derrière lui, et de la question de comment en fait, l'héritage que ont fait les deux filles de ça en fait, parce qu'il y a aussi une petite question, il y a des moments où on se demande est-ce que la fille, du coup, celle qui est la plus violente, comment elle a hérité de ça? Parce qu'avant même de savoir où est son père et que sa mère est encore en vie, on voit que déjà c'est la plus agressive, mais on ne sait pas vraiment pourquoi. Bon, toi, tu donnes une explication par rapport à ça, mais c'est vrai qu'il y a des moments où, vers la fin, surtout, sa sœur la regarde en se disant qu'elle ressemble à son père. Et on apprend des choses sur son père. On sait que, genre, il a coupé la langue d'un type, là, de son avocat parce qu'il voulait pas qu'il parle et tout. Moi, ça m'a hyper fait penser à Twin Peaks, le personnage du père. Dans Twin Peaks The Return, je sais pas si tu l'as pas vu, toi, Twin Peaks. Non. Il y a un personnage... si vous n'avez pas vu Twin Peaks et Twin Peaks The Return, je vais faire du spoil. Est-ce que je peux te spoiler, Michel? Ah, vas-y, je t'en prie. Il y a un personnage dans la série qui est un double du personnage le plus gentil de la série, du héros de la série, qui est Cooper. Donc il y a son double maléfique qui est dans la série. Et dans Twin Peaks The Return, en fait, c'est quelqu'un qui est vraiment diabolique, quoi. Il est méchant, il est dégueulasse, physiquement, il te décoeure quand tu le vois. Il fait que des choses horribles, quoi. On sait que tout ce qu'il a fait, parce que Twin Peaks, quand ça s'est arrêté, Twin Peaks s'est arrêté donc avec ce personnage qui apparaît, et la série était finie. Sauf que 20 ans plus tard, ils ont fait une dernière saison qui s'appelle Twin Peaks The Return. Donc l'acteur
Du coup, il a vieilli, hein, il a pris 20 ans. Et en fait, quand la série recommence, donc avec la dernière saison, donc The Return, on comprend qu'il se sont passées des choses pendant ces 20 années. Donc même si on les a pas vues, on t'explique quand même que tous les personnages, ils ont continué d'avoir une vie, même si on l'a pas vu. Et y compris donc ce personnage qui est diabolique, il a fait plein de choses horribles, en fait, pendant ces 20 années. Et en fait, nous les spectateurs, on découvre au fur et à mesure le résultat en fait de tout ce qu'il a fait. Donc c'est un personnage qui n'est pas multidimensionnel et qui est juste horrible. Et en fait c'est comme ça que moi quand j'ai vu ces personnages dans Is God Is, ça m'a fait penser vraiment à lui quoi. C'est le mec, il est méchant. Ok. En fait il est arrivé dans la vie des filles à un moment, donc elles sont là. Il a décidé qu'il brûle la maman. Elles ont été prises, parce qu'elles étaient à côté. Du coup, elles ont essayé de sauver leur mère. Donc c'est pour ça, la mère explique que c'est pour ça qu'elles ont aussi été brûlées, mais c'était pas les victimes. C'était pas la cible à la base. C'était pas ses filles. Il voulait brûler sa femme. Bah non, puisque quand le film commence, on le voit mettre la mère, étrangler la mère, la mettre dans la baignoire, et ensuite il ramène les filles. Pour moi, il voulait que des spectateurs. Lui, il dit ça, mais moi, je pense pas. Je pense qu'il voulait brûler la mère. Lui, il dit ça. Il dit ça, mais quand les filles sont mises à créer, il les a pas sauvées non plus. Donc moi, je pense qu'il voulait toutes les tuer. Il est diabolique. Il est diabolique. Donc, Bien et tu vois, sûr. ce personnage, on le voit pas bien, toi, c'est en noir et blanc, toi, c'est tout un truc, la façon dont c'est filmé. Et en fait, pendant toute leur vie, on sait pas quel âge elles ont, on va dire une quinzaine d'années au moins, pendant toute cette période-là, où elles ne savent pas qui est leur père, où est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il a fait, aucun souvenir, et ben lui, il a continué de vivre et il a continué de faire des choses diaboliques. Tu vois qu'il a semé un peu derrière lui. Et en fait, elle retrace, tu vois, elle refond le chemin un peu de ce qu'il a fait derrière lui. Donc, ça m'a fait penser à Twin Peaks. Voilà. Tout ça pour dire ça. Que, quand tu dis qu'il est pas... c'est vrai qu'il était juste méchant. Oui, il était juste méchant. Il parlait de façon méchante. Il était manipulateur quand il rentre chez lui, qu'il voit ses enfants sont morts, il en a rien à foutre. Il se fait un sandwich. Après, c'est aussi très... Je pense aussi très hérité du théâtre. Ce personnage aussi, quoi. Ouais, cette façon de simplifier aussi un peu l'histoire. Mais du coup, parce qu'il y a tout le passage sur... puisque sa deuxième femme, c'est une femme pasteur, donc elle a son église et tout, et tu vois qu'elle est totalement tarée, donc il y a aussi une critique de la religion et c'est pas du fanatisme, mais cette dévotion que son fils et elle ont pour... Ils ont un autel dédié à cet homme, donc ils prient le Sterling K. Bond comme il prie Dieu, en fait, donc c'est déjà un niveau dingue. Mais ça m'a fait penser au film Honk for Jesus, Save Your Soul avec Sterling K. Brown et Regina Hall, qui est juste... J'ai adoré ce film. Si tu as l'occasion de le voir, regarde-le, parce que du coup, c'est un film sur un pasteur pendant le Covid qui doit rouvrir son église, mais il y a un scandale où on apprend qu'en fait, il a trompé sa femme. Non, il n'a pas trompé. Il a été accusé de viol par un homme qui venait dans la congrégation. Et donc, tu as une équipe de journalistes, de reporters qui viennent et qui filment. En fait, donc, c'est face caméra où tu suis Regina Hall, qui est sa femme, et qui, pendant le Covid, décide de rester avec lui. Et tu as lui aussi qui est là, on va rouvrir la congrégation. Donc, tu sais, tu as le truc des méga church. Donc, tu as tout un discours sur la religion, sur l'église, sur le fait d'être... la condition de la femme dans ce genre d'univers et tout. Et tu as plein de guest apparences. Donc, tu as plein de célébrités qui viennent aussi dedans et tout. Et franchement, j'ai adoré non seulement les performances des deux acteurs, mais aussi l'histoire qu'ils racontaient. Donc, si t'as l'occasion, regarde ce film. Mais ouais, je n'ai pas passé un mauvais moment, mais j'ai pas non plus... J'avais pas particulièrement d'attente, mais j'ai trouvé que... j'ai trouvé que l'histoire était un peu simple. Alors, vu qu'on est dans notre épisode horreur, on va commencer avec The Substance, qui date un peu, mais vu qu'on n'en avait pas parlé et que ça rentre dans notre thématique, c'est l'occasion. Have you ever dreamt of a better version of yourself? Donc, pour rappel, The Substance est un film réalisé par Coralie Farja, dans lequel on retrouve Demi Moore et Margaret Qualley, qui met en scène une femme à qui on propose d'injecter une substance en elle afin de devenir une version plus jeune d'elle-même. Pas vraiment de devenir, mais d'avoir un double d'elle-même qui soit la version idéale, quoi, la version la plus parfaite d'elle-même.
c'est elle plus Non, c'est jeune. pas elle plus jeune. C'est une version mieux. Ok. Parce que je pensais que c'était la version qui ressortait, c'était ce à quoi elle ressemblait genre il y a 25 ans. C'était genre comme si tu prenais un produit qui te permettait de revenir à l'époque où t'étais genre au sommet de Non, je toi-même, pense quoi. que moi, de ce que je comprends, en tout cas, c'est pas ce à quoi elle ressemblait quand elle était jeune, parce que c'est mieux que ce qu'elle était. Tu vois, c'est vraiment the best version. Ok. Bon, c'est une sorte de clone. Et vous pouvez, enfin, les deux versions ne peuvent pas habiter le corps en même temps. Donc, normalement, ils sont censés alterner. Mais évidemment, ça se passe mal. Comment t'as trouvé le film? Bah, à l'époque où je l'ai vu, je t'avouerai que c'était il y a longtemps, donc faudrait que je me souvienne du truc, mais j'avais trouvé ça intéressant, cette histoire de tu prends une actrice qui est vieille, parce que quand ça commence, elle avait son émission de sport, là, de pilates ou je sais plus quoi, et on lui dit bah, du jour au lendemain qu'on l'attèche parce que elle est trop vieille, et on veut passer à autre chose, on veut quelque chose de plus nouveau, de plus neuf, etc. Et ensuite, quand on voit la façon dont elle, vieille et décrépite, on va dire, alors que pas du tout, hein, c'est quand même demi-mour, mais on voit la façon dont elle est traitée et la façon dont une fois que son clone jeune apparaît, eh ben, son clone est sexualisé et, on va pas dire obtient tout ce qu'elle veut, mais elle est mise un peu, tu sais, elle est mise beaucoup plus en avant, elle est beaucoup plus exposée, etc. Ça faisait un commentaire sur la façon dont une femme, une fois qu'elle a passé un certain âge, eh ben, elle est plus considérée. Mais ensuite, j'ai trouvé que l'histoire commençait à devenir un peu plus complexe et après on rentre dans le gore et dans l'horreur et donc et à la fin j'irais même ridicule, mais ça c'est un autre sujet. Et toi? Moi, j'ai trouvé tellement dégueu ce film. Et vraiment, je suis quelqu'un qui s'écœure hyper facilement. Donc, il y a vraiment des Ok. moments qui ont été très difficiles à regarder. Il y a même un moment que je peux même pas y repenser sans être écœurée, où j'ai dû stopper le film, faire un break, aller faire un tour et sauter ce passage. Donc, il y a une partie du film que j'ai pas vue. C'était à la fin? C'était vers la fin, ouais. C'est après, tu vois, la version jeune invite un mec chez elle. Et donc, il doit se retrouver avec la version d'elle. Enfin, il va tomber sur la version moche, quoi, qui est transformée en monstre. Ce passage, j'ai sauté. Je sais pas ce qui se passe à ce moment-là. Et après, je reprends le film. Il me semble que je la vois se préparer donc pour aller à la soirée. Et il y a un autre moment que j'ai dû sauter aussi, je crois, vers la fin. Donc en fait, il y a deux parties du film que j'ai pas vues parce que c'était trop dégueulasse pour moi, pour ma sensibilité. Ok. En dehors du fait que j'ai trouvé Ok. le film vraiment dégueu, bah après c'était dès le début, ils te mettent des trucs dégueulasses avec le mec qui bouffe là, enfin tout est dégueulasse. Bah, pour le coup, moi j'ai trouvé que c'était la scène la plus Ah ouais, dégueulasse du film. non mais pour moi c'était pas le Lui en train de manger, c'était mais dégueulasse. Vraiment, il n'y a pas non, d'autre il y a mot, quoi. pire, je peux même pas je pourrais jamais revoir ce film. Tu vois, ça c'est je l'ai vu une fois, je suis contente, c'est tout. Mais sinon non, j'ai trouvé intéressant, c'était un marrant parce qu'il y a très peu de dialogue, enfin tu peux pas lâcher les yeux le film en fait, faut tout le temps regarder ce qui se passe. Il y a très peu de dialogue, tout est vraiment montré dans des sourires, dans des gens des exclamations et puis ça danse et la musique techno quand il y a sous là. Et donc c'était intéressant, j'ai trouvé que c'était assez original ça. Tu restes le commentaire sur enfin, j'ai vraiment vu, oui, on voit clairement le commentaire sur le fait que les femmes en plus surtout elle est même pas vieille, elle a genre 50 ans je crois quand elle fête son anniversaire, c'est le jour de son anniversaire ou un truc comme ça, elle a genre 50 ans alors que Ouais. l'actrice Demi Moore Ouais. elle a 60 ans. Clairement, donc Ouais. déjà c'était un peu marrant de prendre une actrice qui fait si jeune parce qu'elle a fait beaucoup de changements esthétiques pour jouer le rôle de quelqu'un. Ouais. Mais c'est surtout le fait que moi j'ai beaucoup vu le côté où c'est une personne qui se déteste tellement. Bon après la société l'aide pas, mais elle se déteste tellement que son propre elle-même la martyrise quoi. Tu vois, elles se martyrisent entre elles parce qu'elles s'aiment pas, parce que elles se trouvent, même si c'est une des femmes les plus belles du monde, elles se trouvent moches, elles se trouvent dégueulasses et elles se traitent comme de la merde, quoi. Et c'est ce que j'ai trouvé intéressant dans le film. Ouais, et puis l'hypersexualisation, c'était un peu bizarre parce que quand j'ai regardé le film sans savoir qu'il avait réalisé, quand j'ai vu que c'était une femme qui avait réalisé le film, ça m'a un peu surpris. Parce que toutes ces scènes où on filme le corps de Margaret Qualley, je trouvais que c'était tellement hypersexualisé que ça m'a un peu étonnée. Voilà. Ouais, mais moi, je l'ai compris comme
quand c'était les chorégraphies de sport, machin, c'était genre les téléspectateurs, la raison, et même les producteurs, la raison pour laquelle dès qu'elle arrive, on lui dit « Ah, t'es la nouvelle version et tout, machin », on te donne le show. Et ensuite, les scènes où on voyait Margaret Qualley dans la douche, on a les mêmes scènes après avec Demi Moore. Et la façon dont c'est vrai que la façon dont c'était filmé était différente. Mais c'était aussi le truc de oui, en fait, on nous montre comment, en fonction de ce à quoi tu ressembles, t'es traité différemment. Ouais, quoi. mais je trouve que faire un propos où tu veux dire que les deux femmes sont traitées différemment parce que leur corps est différent, il y en a une qui est jeune, une qui l'est moins, elle aurait pu le faire sans rentrer dans le jeu de hypersexualiser les actrices en les filmant. Tu veux me montrer qu'elles sont hypersexualisées et tu les hypersexualises. Donc c'est un peu bizarre. Et je trouve que le choix des actrices était très très bien. Surtout que Margaret Qualley, elle a vraiment ce petit côté où elle a, je sais pas, elle doit avoir une trentaine d'années, elle est jeune, mais elle a vraiment un côté innocent. Et puis en plus, il lui faisait vraiment un maquillage, elle avait des attitudes qui la rendaient un peu petite fille, tu vois. Ça faisait un peu pédophile, quoi, une petite fille sexiste et un peu bizarre. Mais elle a vraiment ça dans son physique. Et qu'ils ont peut-être certainement accentué avec sa coiffure, ses vêtements. En plus, ça faisait un peu années 80, c'était hyper coloré, ça faisait un peu Barbie. Et je trouve qu'ils ont beaucoup joué là-dessus, c'était pas mal. Et je me demande si le corps de Demi Moore qu'on voit nu, si c'est une doublure, ou si c'est elle, parce que j'ai pas l'impression que c'était son corps à elle. Ah, je sais pas du tout. Il me semblait qu'elles étaient allées toutes les deux à fond, mais c'est possible. Parce que c'est aussi assez frontal, quoi. On te montre sans détour des femmes nues pendant la moitié du film. Et j'ai été aussi frappée par la solitude des personnages. Parce que autant jeunes, au début, tu comprends qu'elles sont seules. Non, même pas. En fait, dès le début, tu comprends qu'elle est seule, puisque une fois que son émission est annulée, et c'est son anniversaire, comme tu as dit, et il n'y a personne pour le fêter. Donc, tu as aussi le prix du succès. C'est-à-dire que c'était une célébrité, elle avait son truc et tout, elle avait son grand panneau publicitaire, machin, c'était son émission. Et pourtant, son émission annulée, il n'y a personne, ni les personnes avec qui elle travaille, ni elle n'a pas d'amis, elle n'a pas de famille, elle n'a rien. Et ensuite, quand elle commence à prendre The Substance, il y a aussi tout un discours sur l'addiction à la chirurgie esthétique, je pense, puisqu'elle commence à prendre, et elle en demande plus, et elle veut ci, elle veut ça, gna gna gna. Et pareil, une fois qu'elles doivent alterner et tout, tu peux comprendre qu'elles soient seules, mais même une fois que... T'as toujours, oui, ce besoin de cacher, parce que t'as jamais l'impression d'être assez parfaite. Et c'est pareil avec le personnage de Margaret Qualley, qui, oui, elle essaye de faire venir un gars, etc. Mais ça marche pas parce qu'il y a toujours... Parce que c'est jamais vraiment la vraie toi, quoi. Une fois que t'as décidé de... T'as l'impression que ça dit un peu qu'une fois que t'es rentré dans cet engrenage de chirurgie esthétique, eh ben c'est facile de t'y perdre. Et ça montre aussi, en plus, c'est un peu bizarre aussi d'avoir choisi Demi Moore pour pouvoir jouer ce rôle. Enfin, c'est un bon choix parce qu'elle est sublime et tout, mais un choix marrant aussi parce que elle fait beaucoup de chirurgie esthétique. Enfin, ça se voit. Rien qu'il y a 2-3 ans, avant qu'elle ait le visage qu'elle a dans le film, là, je sais pas si tu te souviens, mais elle avait un visage qui lui ressemblait plus du tout. Elle avait fait je sais pas quoi sur son... Elle se ressemblait plus du tout. Donc déjà, montrer que Demi Moore, clairement, elle fait de la chirurgie esthétique tout le temps. Elle a 60 ans, elle a l'impression qu'elle a 45 ans. Et c'est pour ça que j'ai l'impression que son corps, à mon avis, c'était pas son vrai corps qu'ils ont mis dans le film. Je pense qu'elle doit aussi avoir un corps très entretenu et qui doit aussi être maintenu pour avoir toujours l'air jeune. Mais l'horreur de quand elle est devant le miroir et qu'elle son corps il s'ouvre pour faire sortir de son corps la version jeune et tout, et qu'elle est là à recoudre sauvagement son corps. Déjà c'est bon, visuellement je pense que le film il cherchait à montrer des trucs dégueulasses, hein. Vraiment il veut nous horrifier tout le temps, mais voilà ça te ramène aussi à ça quand tu recouds les gens, ce que ça donne. Et puis il y a aussi le fait qu'elle se transforme en une espèce de monstre parce que elle pourrait juste vieillir vite. Tu vois, ils auraient pu choisir que à chaque fois que la version jeune prend de la substance de son propre corps, là, tu vois, le stabiliseur, que ça la vieillisse. Mais c'est pas juste ça la vieillit. Ça la transforme en un espèce de monstre. Tu vois, le cliché de la vieille sorcière bossue qui perd ses cheveux. Ah, elle était terrible. Vraiment un personnage de cauchemar. Elle le joue très très bien. Hein. J'ai trouvé que... Ouais, et après t'as aussi, je pense, tout le truc du show business, puisque c'est aussi un peu une parodie de ça, de tous ces gens tous ces producteurs exécutifs, tout ça, qui sont tout ça, et personne la regarde, ils sont juste en mode t'as intérêt à être prête parce qu'il y a l'émission qui va commencer, faut que tu sois là, quoi, c'est tout. T'as l'impression qu'ils voient des gens comme ça, dans un état aussi bizarre tous les jours. Personne pose vraiment de questions, donc... Ouais, c'est clair.
Aussi, le film, il fait pas de chichi, tu vois. Il s'est pas pris la tête à essayer de faire quelque chose de réaliste. Clairement, tout est un peu extrême. Tout est hyper cliché. Tous les personnages, les peu de personnages qui parlent dans le film, ils sont assez extrêmes. Tout, même le fait que, tu vois, qu'on lui donne, qu'elle reçoive la clé USB avec la vidéo et qu'on lui envoie dans un endroit. Moi, à un moment, j'étais un petit peu trop dans la réalité. Je me disais, mais comment elle fait pour payer, du coup, son le service de la substance? Je veux dire, on lui dit comme ça, ok, c'est bon, viens prendre. Il n'y a pas d'échange plus que ça, quoi. C'est juste pourquoi, quel est l'objectif de l'entreprise de faire ça? Ben là, on n'a pas, mais on s'en fout. C'est juste un film d'horreur, quoi. Faut pas trop se poser de questions. On n'a pas besoin de réponse à ça dans l'histoire. Et il y a tout le truc aussi avec la fin, avec son étoile. Parce qu'elle est tellement obsédée, du coup, par son apparence, qu'elle devient dégueulasse à la fin et qu'elle est plus qu'une tête. Ouais. Qui rampe jusqu'à son étoile où elle meurt et elle regarde les étoiles parce qu'elle a une étoile qui fait face aux étoiles. C'était spécial. Non, le final était marrant. Moi, j'ai trouvé ça rigolo à la fin. Ça, c'est le seul film peut-être qui j'ai trouvé ça un peu marrant. Après avoir été dégoûtée pendant tout le reste du film, quoi. Moi, j'avais une certaine tristesse pendant tout le film où tu regardes cette dame en te disant tu pourrais faire tellement plus si t'étais pas aussi focalisé sur ton apparence et sur toi-même, tu vois. T'as ce truc t'as l'impression que c'est un peu une prison que tu construis toi-même en te disant la seule chose qui me permet de me valoriser, c'est mon apparence physique. Surtout qu'on lui donne une porte de sortie, parce que la première fois, enfin, quand elle se rend compte que Sue, du coup, la version jeune, abuse du coup du process et en fait garde des jours plus longtemps pour pouvoir faire plus de choses, parce que du coup, elle est tellement sollicitée, elle a tellement l'occasion de faire des trucs incroyables que ça dure plus longtemps et plus elle prend des jours de vie en fait de la matrice, donc du personnage de Demi Moore, et plus le corps de Demi Moore se transforme. Et on lui dit, bah, si tu veux que ça s'arrête, il n'y a pas de problème, tu peux tout arrêter. En fait, c'est problème réglé, on t'envoie un truc et puis terminé. Et elle-même, alors qu'elle est à moitié transformée en monstre, elle se dit, non, ça vaut encore la peine que la version de moi-même, qui est la version parfaite selon mes propres critères, donc la version jeune de moi-même, aille jusqu'au bout, même si c'est en train de me détruire complètement. Alors que toute personne normale, dès qu'elle aurait vu son petit doigt qui se transforme, aurait dit stop. Et surtout que c'est même pas comme si elle se souvenait de ce que Sue faisait. Tu vois. En plus, ils disent c'est la même personne, mais elles vivent pas toutes les deux l'expérience. Pas du tout. Parce que moi, je pensais, on voit l'explication de la substance et comment ça fonctionne, je pensais que ça allait être un peu comme un échange de corps, tu vois, que la même personne allait se promener dans les deux corps et faire les actions. Je pensais que Demi Moore serait dans le corps de Sue et qu'elle allait revivre sa vie, quoi. Et en fait, on a vraiment l'impression que Sue, c'est une totale autre personne, que ce sont deux personnes séparées. C'est juste qu'elles sont obligées d'être connectées pour pouvoir survivre. Enfin, Sue est obligée d'être connectée à l'autre pour pouvoir survivre. Mais c'est tout. Fascinant. Ouais, non, il était intéressant. Je comprends pourquoi il a eu autant de succès, pourquoi ils en ont beaucoup parlé, parce que c'était assez original quand même. Et puis ouais, revoir Demi Moore dans un film qui a autant de succès, ça faisait longtemps, quoi. Je pense que ça lui parlait aussi par rapport à ça, hein. Qu'elle a été le pic de sa carrière, c'était dans les années 90, hein. On passe à Backrooms. Ouais. Clark, what is this? That's what I'm trying to figure out. Petit synopsis, Backrooms, c'est un film qui a été réalisé par Ken Parsons. J'ai cru comprendre que le mec a 20 ou 21 ans. Il est très très jeune. Et qu'il a une chaîne YouTube sur laquelle il a déjà réalisé pas mal d'épisodes. Donc c'est un truc sur les espaces lumineux. Donc d'après ce que j'ai compris, c'est juste des espaces, des pièces dans lesquelles il y a de la lumière et tu crois qu'il va se passer un truc et des fois il se passe un truc et des fois il se passe rien. C'est le principe. Et du coup, c'est un film avec Chiwetel Ejiofor et Renate Reinsve et qui met en scène du coup le personnage de Clark qui découvre dans son sous-sol, dans le sous-sol de son magasin, une porte et qui décide d'explorer. Qu'as-tu pensé du film ? Eh bien, celui-là, il m'a beaucoup, beaucoup plu. J'aime beaucoup les films où, quand ils se terminent, t'as encore beaucoup de questions. Parce que j'aime faire des théories. J'aime faire des théories sur les films que je regarde, j'aime faire des théories sur les séries. Et ça, c'était typiquement ce genre de film. Il y a pareil, il se passe pas grand-chose en vrai dans le film. Il y a pas beaucoup de personnages, il y a pas beaucoup de lieux non plus, il y a pas beaucoup d'action.
J'avais regardé vite fait la bande-annonce, c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais du film. Je pensais qu'il y aurait comme une expérience scientifique ou je ne sais quoi autour de cet espace, pas du tout, rien à voir. Et non, il m'a beaucoup plu. J'ai trouvé assez intriguant, j'ai pas trouvé hyper flip, enfin, j'ai pas trouvé, il me faisait pas peur, genre il m'a pas fait sursauter, tu vois. Mais j'ai trouvé que c'était quand même un espace angoissant. Et toi, t'en as pensé quoi? Franchement, au début, j'étais intriguée. Et ensuite, mon intrigue s'est transformée rapidement en ennui. Et à la fin, je suis sortie du film frustrée. Je sais pas si le terme en place, je sais pas si j'ai pas compris ou si j'ai l'impression que je me pose plein de questions et que j'aurai jamais de réponse et ça me frustre, tu vois. Je pense qu'il y a des réponses. Toi, tu penses que ça parlait de quoi? Bah, je sais pas si c'est de traumatisme, c'est-à-dire il revit des scènes, des moments importants, notamment par exemple la scène avec sa femme, où il recrée, à chaque fois qu'il rentre dans cet espace, il crée un nouvel espace où il s'est passé un truc important dans sa vie, et il se permet, tu vois, où il rejoue la scène de la séparation avec sa femme, etc. Et elle qui rejoue la scène de sa mère, elle, qui squattait un immeuble qui était prêt à être détruit, etc. Donc, j'ai cru comprendre que ça crée des espaces, ouais, en fonction des moments marquants de ta vie, quand tu rentres dedans. Mais j'ai pas compris pourquoi on tue. J'ai pas compris pourquoi ça crée un monstre. À la fin, j'ai pas compris ce que faisait la société, soi-disant, qui étudie ces espaces depuis le début. Et à la fin, je sais pas si la meuf est morte ou pas, en fait. Bah après, moi, je me demande si, à la fin, si c'est une société qui étudie ou est-ce que c'est des médecins. Parce que je pense que le film parle de troubles mentaux beaucoup. Il y a un élément vraiment qui m'a fait tilt par rapport à ça, c'est vers la fin, quand la psy va dans les espaces et qu'elle se fait kidnapper donc par le personnage principal. Enfin, je sais pas qui est le personnage principal de l'histoire d'ailleurs. Il y en a deux. En tout cas, quand elle se fait kidnapper et qu'on voit du coup les autres, donc les espèces de personnages qui sont un peu ratés, tu vois, avec des yeux, ils ont plein de... Enfin, tu sais, il y a un personnage comme ça qui a sa tête, on dirait 3 têtes qui sont collées. Et ben, quand je les ai vus, ces personnages, ça m'a immédiatement fait penser à la schizophrénie. Parce que je me rappelle qu'il y a très longtemps, j'avais vu une vidéo de quelqu'un qui expliquait comment des personnes qui sont schizophrènes, à cause de leurs troubles mentaux, puisque du coup c'est leur cerveau qui fonctionne différemment, voient les autres personnes. Et il y a ce truc où ils ne voient plus les gens comme ils sont normalement. Et moi je l'ai vu comme ça, où on nous montre clairement comment... ils disent que c'est un souvenir qui est un peu raté, mais c'est aussi comment des personnes qui ont un trouble mental voient les autres êtres humains qui sont autour d'eux. Et peut-être qu'il y avait tout ce côté, parce qu'en plus... l'un des personnages principaux, c'est une psy. Et donc, je pense que c'est une expression de troubles mentaux. Je pense pas qu'il y a un monstre qui tue des gens. Enfin, bon, il tue des gens, mais je pense que c'est pas... Enfin, je pense qu'il y a quelque chose de métaphorique dans le fait que ce personnage dévore... Enfin, on suppose qu'il a dévoré des gens. Et en tout cas, on sait qu'il y a une personne, on est sûr qu'elle est morte puisqu'on a vu sa tête dans un frigo. Et qu'on l'a vu manger, du coup, le pirate manger Clark. Voilà. Mais oui, je pense que ça parle de troubles mentaux. Que même le personnage de la psy, on voit des souvenirs d'elle enfant et on sait que sa mère, du coup, elle avait une maladie mentale. Et qu'elle est clairement, je sais pas, elle était enfermée chez elle, elle laissait pas sa fille sortir. Et ensuite, la psy, elle se retrouve dans un espace qui ressemble un peu, tu vois, à son ancienne maison. Et après, à la fin, on voit un personnage qui lui ressemble, mais qui est un peu raté. Donc, on suppose que elle aussi, il y a quelque chose qui fait que elle a laissé une empreinte dans cet espace. Et on ne... Tu vois, le dernier dialogue, la conversation qu'elle a avec le monsieur qui lui dit on fait des recherches et tout, ça donne l'impression que elle est pas du tout c'est pas des scientifiques, mais que c'est des médecins, tu vois, et que c'est pas... que c'est comme si c'était son psy qui lui parle et qui lui dit « Ok, je rentre dans ton délire, que tu es dans un endroit un peu magique, et je reste dans ton délire pour te faire parler et savoir... essayer de t'aider, tu vois. » Mais si c'était le cas, pourquoi on a la scène de lui avec ses enfants qui regardent la télé? En fait, c'est ces trucs-là qui m'ont gênée. Parce que cette scène, elle sert à qui? Parce qu'au départ, quand il dit et même la scène du début, parce qu'au tout début, c'est aucun de ces personnages-là. On sait qu'ils faisaient des expériences et qu'ils ont dit qu'ils faisaient ils faisaient quoi? Des
des scanners ou je sais Oui. pas quoi. Ils étaient dans ce business-là. Et à un moment, il s'est passé quelque chose. Donc, tu sais pas si c'est un espace qui est apparu du jour au lendemain ou c'est comme tu dis, parce que quand tu dis que c'est une métaphore, par exemple, on peut se dire que le monstre, le pirate représente la maladie qui essaye de t'attraper et elle qui essaye d'y échapper. Alors que lui, il a totalement, à un moment, il pensait pouvoir vivre en harmonie avec et ça l'a dépassé et donc il s'est fait bouffer. Et on peut aussi imaginer toutes ces scènes où on voit, par exemple, sa maison à elle et on voit à la fin ça se superpose et la pièce est de plus en plus vide. Cette façon on peut imaginer qu'elle a, on va dire, dépassé son traumatisme. On peut l'interpréter comme ça. Mais quand on voit cette scène où elle est assise sur la chaise avec le visage, comme tu dis, en 3 parties, etc., je me demande du coup si c'est son passé qu'elle a laissé, ou si la scène avec le monsieur, c'est une scène imaginée. Est-ce qu'elle est sortie? Est-ce qu'elle est restée? Enfin, tu vois, je me pose trop de Non, c'est questions. vrai qu'on sait pas trop si elle est sortie ou pas. Mais même le fait que Voilà. y ait des scanners, enfin, tu vois, le fait qu'ils fabriquent des scanners. Les scanners, ça sert à quoi? Ça sert à regarder l'intérieur du corps, y compris le cerveau. Tu vois, on peut se dire que ça a un lien aussi, tu vois. Pourquoi spécifiquement des scanners? Mm. Et tu vois, c'est ça que j'aime bien dans le film, c'est qu'il est hyper intriguant. On sait pas, on a l'impression aussi que il y a un truc avec la réalité, le passé, le présent. Parce qu'il y a le moment où il va chercher ses employés et il leur dit venez dans l'espace bizarre que j'ai trouvé derrière le mur là, et que le jeune homme, il voit ses vêtements dans les backrooms. Tu sais, il y a son Mm. t-shirt qu'il avait au début du film. Et ensuite, il meurt, donc on ne sait pas comment ces affaires sont arrivées là. Ouais. Même l'explication que donne Clark, c'est que ce sont des souvenirs de pièces, mais du coup, eux, ils vivaient... Enfin, normalement, le jeune homme, il vivait toujours dans sa maison, donc ça n'avait pas une raison d'être un souvenir. Donc comment ça se fait que la pièce est déjà concrétisée dans cet espace, tu vois? Oui, c'est ça. Et même la première pièce dans laquelle il arrive, et pourquoi dès qu'il arrive, il se fait directement, il s'enfuit parce qu'il y a quelque chose qui le pourchasse. Donc ce truc agressif, ça peut pas dès le début, dès la première fois, être ça. En fait, c'est ça que je comprends pas. Qu'est-ce que est-ce que le monstre représente différentes choses à différents moments? Enfin, je sais pas. Et c'est ce truc-là de comme je sais pas, ça me Peut-être frustre. que c'est Clark le monstre aussi, parce que Clark aussi, il y a quelque chose de bizarre chez lui. Donc on sait pas trop ce qui s'est passé avec sa femme. Tu vois, on a l'impression qu'il s'est passé un truc bizarre et qu'il nous dit pas tout à fait la vérité aussi. Oui, mais est-ce que du coup le monstre change en fonction de qui est dans l'espace, puisque c'est qui a on sait que c'est pas lui qui a attaqué les 2 premiers scientifiques au début du film. Peut-être que oui, on sait pas. Ben non, puisqu'il avait pas encore le Mais magasin, tu vois, c'est pas on possible. sait pas à Après, quel moment. l'espace il communique à différents endroits. Mais on a vu normalement la scène, on a vu normalement le moment où il découvre l'espace, Oui. tu vois. Et comment les oiseaux ils arrivent à rentrer dans l'espace. Enfin, tu vois, je comprends pas. Ça, le film, il y a plein de questions que tu peux te poser. Pourquoi il y a autant d'importance sur le petit bout de ciment qu'elle a récupéré de devant sa maison? Pourquoi on nous montre qu'on détruit sa maison d'enfance? Tu vois, la psy, au début du film, elle est devant la maison d'enfance qu'on détruit. On nous montre l'endroit où elle a fait l'empreinte de sa main avec sa mère. Et on voit qu'elle a gardé une petite... Et pourquoi elle se balade avec dans sa poche? Tu vois, là, la petite empreinte dans sa poche, et c'est ce qu'elle utilise pour se défendre contre l'espèce de pirate géant là qui la poursuivait. Tu vois, c'est un peu étrange comme, tu vois. Et voilà, et elle est poursuivie par le pirate géant. Pour moi, c'est Clark, c'est une version de Clark, le pirate géant, puisqu'on a vu que Clark était en pirate au début du film. Oui, bien sûr. Donc elle est poursuivie, elle est rattrapée donc par les espèces de scientifiques là, qui se sont improvisés scientifiques, parce que normalement c'est des fabricants de je sais pas quoi. Donc est-ce que c'est vraiment des scientifiques? Est-ce qu'elle est sortie de la backroom? Est-ce que c'est un autre truc de la backroom? Même d'ailleurs les gens qui sont dans la backroom, toi tu traverses un mur, tu te retrouves dans un endroit bizarre, tu retournes? Évidemment que non. Donc, en effet, quand tu dis qu'il y a quelque chose qui va pas avec l'art, Oui, les deux. et il sort, il revient, et ensuite il marque, et il est en mode, je vais chercher mes employés, et on va filmer. Au début, c'est parce qu'il lui dit, je vais vous prouver que je suis pas fou. Tu dis, mec, t'es rentré, il s'est passé des trucs bizarres, si tu veux. Mais ensuite, quand il lui laisse le message vocal en lui disant, ouais, blabla et tout, j'ai dit, on l'a perdu. Vraiment, déjà, il a vu, donc il a vu ses employés se faire tuer. Et surtout que on sait que la fille, elle s'est fait capturer, et elle lui dit, derrière toi, derrière toi, derrière toi. Et il est vivant à la fin, on sait qu'il y a un truc qui va pas, quoi.
Écoute, je sais pas. Moi, ce genre de film, ça me frustre parce que j'aime bien réfléchir aux choses, mais j'aime bien aussi obtenir des réponses ou avoir des interprétations qui tiennent un petit peu la route. Et là, je trouve que j'ai pas assez d'éléments. Après, peut-être que si je me pose sur sa chaîne YouTube, et j'ai l'impression que ce genre de film, c'est plutôt une expérience. Tu vois, t'y vas et t'expériences un truc. C'est vrai que c'est original, c'est un truc que j'avais jamais vu. Donc, de ce côté-là, je me dis, ouais, si tu veux découvrir un autre univers, les espaces lumineux, j'en ai déjà vu dans des jeux vidéo, etc. Donc, à chaque recoin, tu te dis, oh, je vais sursauter, oh, il y a un truc qui va bondir ou machin. Et des fois, c'est le cas et des fois, c'est pas le cas. Donc, ça, ce truc-là, ça tient en haleine. Je trouve que les personnages étaient un peu légers. Il y en a que 2 principalement, étaient un peu en mode bon. Et tu te dis, comme j'ai dit, le réalisateur, il a 20 ans. Bon, après, c'est pas lui qui a écrit le scénario. Mais t'as envie de dire pourquoi on est dans les années 80 et pourquoi on suit un quinquagénaire. Enfin, pourquoi cette histoire-là, en fait. Donc, Je pense que le fait de choisir aussi cette époque, c'est pour aussi utiliser le côté la caméra des années 90 à la main qui fait une image un peu, tu vois, pixelisée et tout. Tu vois, je pense qu'il y a aussi ce côté esthétique ou même le mobilier des années 90, tu vois, le style. Tu vois, je pense que ça ne marcherait pas aussi bien peut-être si c'était trop récent, il avait direct son téléphone portable qu'il avait filmé. Peut-être que s'il y avait trop de technologie. Après, peut-être aussi comme le réalisateur, il a pas connu les années 90, il est trop jeune. Donc peut-être que c'est une époque qui fantasme parce qu'il a vu tous ces films d'horreur qui sont sortis bien avant sa naissance, qui ont nourri son imaginaire de scénariste et de réalisateur aujourd'hui. Et peut-être qu'il avait envie aussi de l'ancrer dans cette époque. Hein. Mais il t'a fait peur le film? non. Et pendant tout le film, j'étais là, j'essayais de comprendre. J'étais là, qu'est-ce que je regarde? Qu'est-ce qui se passe? J'étais là, pourquoi la psy, elle est aussi bizarre? J'étais là, pourquoi c'est elle ta psy? Elle est grave bizarre. J'étais là, qu'est-ce qu'on fait et tout? Ah, mais en plus, elle avait pas l'air hyper efficace. Elle était trop dans la bienveillance. Pas du tout. Et même ce truc de, je rejoue la scène de ta séparation avec ta femme, je trouve ça beaucoup plus traumatisant que thérapeutique en fait. Donc j'étais là, à quoi on joue? Je sais pas pourquoi on fait ça. Enfin, j'ai trouvé ça Ouais, c'est très un peu étrange. spécial. Bon, après, je pense avec le temps, il faut peut-être que les prochains films qu'il nous fera, ils seront peut-être plus aboutis. Mais en tout cas, celui-là, j'ai trouvé déjà très bien. Vraiment, je pense que c'est un très très bon début. Ok. Tu mettrais quelle note au film? Moi, ce film, j'y mettrais un bon 8. Je l'ai trouvé j'étais vraiment très bien. C'est un film que je pourrais revoir. Les acteurs, bon, ils étaient là. Enfin, il y a 2 acteurs, quoi. Enfin, ils font pas grand-chose. Le peu qu'ils ont fait, c'était très bien. C'était suffisant. Moi, j'ai bien aimé l'apparence du pirate. J'ai pas l'impression que c'était un pirate ChatGPT. Hein. Je sais pas comment ils l'ont fait, mais en tout cas, c'était pour mes critères esthétiques. Ah ouais? Franchement, j'en Ok. ai marre de voir des CGI chelous dans les Ouais, mais moi je trouve au films. contraire que ça faisait très CGI, tu vois. Ah ouais, je sais pas, moi, il m'avait l'air un peu pâte à modeler. Je sais pas, il y avait un truc. Oui. Ouais. Ouais. Il avait l'air un peu consistant. Tu vois, je sais pas comment t'expliquer. Et non, moi j'ai bien aimé son apparence. Je le trouvais un peu flippant, mais en même temps j'avais l'impression il était pas méchant. J'avais l'impression qu'il essayait de dire quelque chose, tu vois. Quand il la poursuivait, donc il la poursuit là, et je me suis dit mais ça se trouve il veut juste lui parler parce que c'est sa psy, tu vois. Non, je pense pas. Non, je veux dire, on le voit, la première fois qu'on le voit vraiment, il attrape Clark et il le Oui. bouffe. Donc je pense pas qu'il voulait lui parler. Mais après même à un moment je me suis demandé est-ce que c'est pas Clark qui s'est transformé en pirate, tu vois. Et il essaie de communiquer, je ne sais pas. Je pourrais faire toutes les théories possibles. Moi, Backroom, je mets 6. Je mets 6. Écoute, je vais dire 6 bel effort et on verra plus tard. Je suis intéressée par ce que propose le réalisateur, donc je verrai ce qu'il nous proposera une autre fois. Bear, I love you so, 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 so much. I don't think I could live without you. Alors, Obsession, c'est un film qui est réalisé par Cory Barker et qui met en scène Bear. Donc c'est un personnage qui fait un vœu pour que la fille qu'il aime l'aime plus que tout au monde. Et évidemment, ça part en cacahuète. Au casting, on a Inde Navarrete qui joue le rôle de Nikki et Michael Johnston dans le rôle de Bear. Alors, qu'as-tu pensé d'Obsession? Bah écoute,
Ça m'a plu, vraiment, ça faisait plus film d'horreur classique, là, pour le coup. C'est marrant, c'est comme les deux autres films, il y a très peu de personnages, très peu de lieux, vraiment minimaliste au possible. L'histoire était intéressante, les personnages étaient particulièrement intéressants, parce qu'on n'avait pas un grand méchant, le grand gentil, le méchant qui poursuit le va. C'était la victime était le méchant était la victime. C'était un peu, voilà. C'était intéressant, il y avait quelques clichés de films d'horreur, mais aussi il y avait des trucs qui ont été très originaux, je trouve. Globalement, non, le film, il m'a plutôt plu, et toi? Là, tu viens de dire que tu l'avais beaucoup aimé. Ouais. Et je te rejoins sur, il y a plein de scènes qui étaient prévisibles et tout, parce que t'as pas mal d'hommages à plein de films d'horreur qui ont été, t'as pas mal de clins d'œil, donc ça, c'était cool. Il faut savoir que le budget, je crois qu'il a été, le budget était très très petit pour ce film, à moins d'$1 million, ce qui est extrêmement rare aux États-Unis, et pourtant le truc, je crois que c'est le film d'horreur le plus rentable de tous les temps. Moi, ce qui m'a particulièrement marqué, c'est vrai que l'histoire est assez simple. J'ai été marqué par la performance du coup de l'actrice qui joue Nikki. Et j'ai bien aimé aussi le jeu des couleurs. Tu sais, la façon qu'ils avaient de la mettre dans l'ombre, la façon qu'ils avaient parfois de cacher son visage, de jouer avec le reflet dans ses yeux, de jouer avec ses expressions. Tu vois, tu te dis, le réalisateur, en effet, il n'avait pas un budget de dingue, mais il a réussi à te vendre une histoire à laquelle tu crois, quoi. Et pourtant, il se passait pas grand-chose. Et pareil, le film fait pas très peur, mais t'es pris dans le truc. Et ensuite, le truc de, oui, le personnage principal, c'est à la fois le méchant et la victime. J'ai trouvé ça, en effet, intéressant. Et après, je trouve qu'il y a pas mal de choses à analyser sur ce film. Et pour le coup, tu peux obtenir des réponses. Donc, j'ai trouvé ça beaucoup moins frustrant. C'est vrai que toutes les scènes où elle est dans l'ombre et il y a ses yeux qui brillent dans le noir, là, ça, c'est des scènes qui sont objectivement terrifiantes. Bon, elles te font pas peur parce qu'il se passait rien, il n'y avait pas de jumpscare, des trucs comme ça, mais c'était flippant. Et à ce moment où elle est réveillée pendant la nuit et qu'elle se met dans un coin de la chambre et qu'elle est dans le noir, on la voit pas. Ouais. Tu vois, et lui, il est dans le lit et il sait pas où elle est. Et toi non plus, tu sais pas où elle est. Tu te demandes d'où elle est. Et tu te elle demandes sort où elle de est, tu te l'ombre, demandes elle ce qu'elle va retourne, elle faire. redisparaît. Ouais. Oui. Ça, c'était hyper cool. C'était hyper cool. L'espèce de schizophrénie de son attitude où elle était sympa, elle devient méchante, elle est cool. Ensuite, elle est pas contente. C'était hyper bien fait. Parce que ça te gardait quand même un peu stressé, tu vois, de pas comprendre ses réactions. Et de ça, est-ce qu'elle va le blesser, tu vois. Tout le temps, tu te demandes qu'est-ce qu'elle va lui faire, au final. Est-ce qu'elle va, elle va le manger, elle va le tuer, elle va faire quoi. Bon, elle fait rien de tout ça, au final. Ouais. Mais c'est vrai que pendant tout le film, tu te demandes jusqu'où ça va aller. J'ai trouvé ça intéressant parce que le film commence et t'as le personnage de Bear qui est un mec assez plat, assez insipide, assez pathétique, qui est en mode... il va acheter le truc, enfin son chat meurt, donc il est triste, parce qu'au départ je disais, mais pourquoi il y a le chat et tout, mais en fait tu réalises que une nouvelle fois on a un commentaire sur la solitude, donc t'as tout un commentaire sur tous ces mecs, on peut même dire, c'est un peu un hommage aux incels, tu vois. En plus ils choisissent de l'appeler Bear, et ça te rappelle l'homme ou l'ours, tu choisis qui, tu vois, et lui, tu vois, lui il s'appelle Bear, je pense qu'ils ont fait un petit truc là-dessus. Ouais, c'est possible. Et du coup, t'as tout ce truc, donc tu sens qu'il est seul, qu'il se sent isolé. Et puis, il y a cette fille, son groupe d'amis a l'air très petit. Et il y a cette fille qui l'aime bien, etc. Donc, il veut être gentil. Elle vient de faire tomber son collier, je crois, dans les toilettes pendant qu'elle est au téléphone avec lui. Donc, il va dans la boutique pour acheter un nouveau collier et il tombe sur ce truc-là, le One Wish Willow. Donc, le truc pour faire un vœu. Et évidemment, il est dans notre monde, donc il s'attend pas à ce que ça marche. Bon, après, le vœu est assez pathétique quand même à ton âge. Je fais le vœu quand même, même plus que tout le monde. C'est ridicule, mais ça arrive. Il s'attend pas à ce que ça marche. Elle devient bizarre. Et au départ, il comprend qu'il se passe un truc bizarre. Et il est en mode, ok, chelou. Elle dit, ouais, je veux venir dormir chez toi. Donc, il est respectueux, il est machin et tout. Et ensuite, très vite, tu réalises qu'il est en mode... Enfin, moi, ma théorie, c'est que la raison pour laquelle le film s'appelle Obsession, c'est pas seulement parce que du coup, elle devient obsédée par lui, parce que techniquement, elle est même pas vraiment obsédée par lui, elle est juste possédée, elle devient une chose, et une chose qui ne vit que pour lui, mais c'est surtout que lui était obsédé par l'idée d'être avec elle, et qu'il l'a jamais vraiment aimée. Il pense qu'il est amoureux d'elle, mais clairement, c'est pas de l'amour, tu vois. Parce que la nuit, il y a plein de scènes qui te montrent que en fait, il s'en fiche. Et pour mettre le clou
le clou final, c'est quand il se lève en plein milieu de la nuit pour aller rejoindre l'autre fille qui, soit dit en passant, est amoureuse de lui et avec qui il aurait pu avoir une relation beaucoup plus saine. Il se lève pendant la nuit et que la vraie elle se réveille et lui dit « L'autre moi dort et s'il te plaît, tue-moi ». Et il est en mode « Bah, ce serait si horrible que ça d'être avec moi. Genre, c'est quoi le problème? Pourquoi tu veux... » Et t'es en mode clair. « Première What ?» réaction. T'es en mode « What? T'es sérieux ?» Donc, t'as tout ce truc. Et pourquoi? Et dès le départ, elle lui dit « Est-ce que t'es amoureux de moi ?» Et si c'était un mec... Enfin, je sais pas, tu vois, oui, c'est un lâche, quoi. Et il est lâche tout le long du film. Elle lui dit « T'es amoureux de moi ?» Dis-lui oui, dis-lui non. Et comme ça, Enfin, dis-lui oui, vois comment elle réagit et tu peux passer à autre chose. Mais il aime rester dans cette ambiguïté. Et quand, même à plusieurs reprises, bon après, même si les intentions de son meilleur ami n'étaient pas les meilleures, puisque en gros, il était juste jaloux, mais qui lui dit « Non, mais c'est bizarre et tout, il se passe un truc chelou avec elle et... » t'as l'air d'être en train de profiter d'elle. Il est en mode, ben, moi j'ai ce que je veux, donc je m'en fous, quoi. Clairement, il profite d'elle. En plus, ce qui est vraiment horrible, c'est que on sait qu'il comprend vite que Nikki n'est plus vraiment Nikki et qu'elle n'agit pas de son plein gré, mais il choisit de rester avec elle. En fait, il choisit de se lancer dans une espèce de romance bizarre avec elle. Même quand elle fait des trucs chelous, mais les plus bizarres possibles, il ne cherche pas à arrêter le truc. En fait, il a jamais, à aucun moment, enfin, sauf à la fin, il cherche vraiment une solution, quoi. C'est vraiment parce qu'elle a tué l'autre meuf qu'il il s'est dit, là, ça va un petit peu trop loin, je vais essayer d'arrêter. Mais sinon, pendant tout ce temps, il savait qu'elle souffrait, il savait qu'elle était pas bien, il voyait les switches. Donc je pense qu'il n'est pas teubé, il comprend très bien ce qui se passe. Il l'entend quand il appelle la société en disant « Ouais, est-ce qu'on peut... » Il appelle pas pour annuler le vœu, il appelle pour changer le vœu. Et le mec qui lui dit « Bah, ça marche pas comme ça et tout. » Et à un moment, le mec lui dit « Tu veux lui parler ?» Et ce qu'il entend, c'est la meuf en train de hurler de douleur et tout, et il s'en tape. Et il s'en tape. Alors que tu te dis, au moins, à ce moment-là, tu te dis « Je fais tout. » Surtout quand il dit « Le seul moyen pour arrêter le vœu, c'est que tu meurs. » Moi, je sais pas, j'aurais réfléchi, je me serais dit, non, mais peut-être si on arrête mon cœur 2 minutes, peut-être, tu vois, peut-être que ça peut marcher. Je sais pas, et le massage cardiaque, j'aurais essayé de trouver une solution. Enfin, t'essaies de sauver la meuf, quoi, t'essaies d'arrêter. Non. En plus, je sais pas, mais ce film-là aussi était bien dégueulasse. Quand il part au travail et qu'elle reste dans la maison, et qu'elle reste debout, et que tu comprends qu'elle a tout fait sur elle, là, tu te dis, mais moi, à ce moment-là, si j'avais pas voulu la libérer de ce maléfice jusque-là, ce moment-là, moi, j'aurais dit, meuf, c'est plus possible. Non, on va arrêter le maléfice immédiatement, mais là, ça va trop loin. Et puis, il y a aussi tout un discours à avoir sur... l'infantilisation. Elle devient un enfant, en fait. Mais non, elle devient le cliché de la crazy girlfriend, tu vois. La meuf qui est obsédée par son mec, qui s'énerve pour rien, qui est hyper jalouse, qui veut tout le temps être avec lui, qui gna 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 mon chéri, tu vois. Et qui lui assure tout ce temps hyper sexy, tu vois, parce que même si elle est possédée par un démon, mais elle perd pas le nord. Bien sûr. Canon. Mais, tu vois, cette scène où elle peut rien faire sans lui, et même la façon qu'elle a de parler des fois, ou même de piquer des crises, il y a un côté crazy, mais je trouve que ça renvoie en fait à son amour à lui qui est infantile. C'est-à-dire qu'il a un crush et qu'il est tellement dans sa perception infantile de ce qu'est l'amour que il voit tout ça qui va pas et il s'arrête pas pour poser des questions. Mais je suis d'accord avec toi que dans le même temps, il y a tout un discours sur les relations abusives parce que Bear, est aussi une victime parce que sa meuf est totalement, elle veut contrôler sa vie. Alors, tu sais, quand il y a beaucoup de scènes que j'ai trouvées drôles, mais cette scène où il se réveille et qu'elle lui dit, tu vois, en plus j'ai bien aimé parce que tu les vois en train de parler tous les deux, donc tu vois le visage de chacun, mais tu vois à un moment que lui, il regarde vers la porte, mais on voit pas encore la porte. Et donc quand il se retourne et tu vois qu'elle a scotché, elle a dû passer des heures à scotcher la porte, et il essaye d'ouvrir, et elle est derrière, toute gentillette, en mode, si t'arrives pas à partir, tu peux rester, hein. Tu vois, elle lui dit des trucs comme ça qui sont très, très gentils, et même c'est quand il se réveille et qu'elle a sorti son chat mort du sac et qu'elle a fait un hôtel et tout. Et tu sais, il a une façon de lui parler qui est en mode on fait pas ça, arrête de. Tu sais, il lui parle comme si c'est un enfant. Et donc, t'as tous ces trucs où t'es en mode. Je sais pas, c'est un mec qui s'imaginait une relation et que tant que c'est bénéfique pour lui, eh ben, il est prêt à aller à continuer le truc. Il s'en fiche en fait de ce qu'elle peut ressentir. Il la voit même plus comme un être humain, il la voit comme cette chose qui est là pour lui. Mais même cette histoire de. Enfin, parce que quand
au début aussi, on la voit, elle a un travail, elle a des amis, on la montre vraiment en mode le cliché de la meuf cool, sexy, fun, qui est l'amie, tu vois. Elle a un peu... on sait pas si c'est l'image qu'il a d'elle ou si elle est comme ça, mais on la présente en tout cas comme vraiment le cliché de la meuf sexy idéale des films des années 2000, tu vois. Et qu'elle se transforme d'un coup. Et moi, je pense qu'il y avait aussi ça qui montrait, parce que comparé à sa copine qui, elle, était apparemment amoureuse de lui, pour de vrai, mais pareil, qui ne disait rien, même si tout le monde avait l'air de le savoir, sauf lui, hein, ils le disent d'ailleurs. Quand elle a dit, hein, quand j'ai un crush sur quelqu'un, personne ne le sait. Donc, comme si elle voulait dire qu'elle avait un crush sur lui, mais en fait, c'est sa pote, puisqu'elle lui en a Ah, parlé. moi, j'avais plutôt l'impression que ça voulait dire... Enfin, parce que quand ils partent du club, enfin de la boîte où ils sont, je sais pas quoi, et que l'autre mec lui dit « ramène ta copine », genre ramène ta... Enfin, il parle d'elle comme si elle était la copine de Bear, puisqu'il sait que Bear a un truc, et elle lui dit « ne m'appelle pas », tu sais, elle a l'air dégoûtée en mode « m'appelle pas comme ça » et tout, du style « je le vois comme un petit frère ». Moi, c'est comme ça que j'avais interprété la chose. Et qu'ensuite, dans la voiture, quand elle lui dit « quand j'ai un crush sur quelqu'un, personne ne le sait », c'était vraiment en mode... Moi, je pense qu'elle parlait de son pote. Exactement. Mais, tu vois, dans l'esprit de lui, je pense qu'il a dû se dire parle de peut-être moi. qu'elle parle de moi. Donc, ils essaient de faire une petite ambiguïté et ça fait une meuf qui... Parce que non seulement il nous la présente comme ça, comme la fille cool et sexy au début, tu vois, qui boit de la tequila et tout. Ensuite, il nous la présente aussi comme la fille, en fait, elle était pas totalement honnête parce que pendant tout ce temps, elle fréquentait l'autre pote et que personne ne le savait. Ah, mais en plus, elle ment parce qu'elle a pas de relation avec son père, donc c'est bizarre. Tu vois, il y a tous ces trucs un peu qui rajoutent des couches et on fait une opposition avec le démon, en fait, la version elle démon, qui est totalement dévouée à son mec, qui fait... J'ai pas compris pourquoi elle faisait des trucs chelous, hein. Parce qu'elle aurait pu juste être, je sais pas, une espèce de tradwife, mais ils ont choisi de la faire flippante qui cuisine des chats. Pourquoi? Aucune explication. Mais ouais, moi j'ai trouvé aussi intéressant de montrer ce côté-là, la cool girl et ensuite la crazy girlfriend, quoi. Qui est aussi un fantasme, pour moi, je pense que c'est aussi un fantasme des hommes. Oui, ils veulent une femme qui leur est dévouée. Pas... Mais je pense qu'il y a aussi ce fantasme de la meuf qui est folle et qui est obsédée par eux, tu vois. C'est comme dans Liaison fatale avec Glenn Close, où c'est aussi une femme magnifique, sexy et tout, ex-girlfriend crazy, tu vois. Et puis tous les films d'ailleurs de TF1 avec des nounous crazy qui sont obsédés par des hommes là et qui veulent tuer leurs femmes pour les récupérer. Tu vois, je pense qu'il y a aussi un fantasme collectif autour de une femme folle qui est obsédée par un homme parce qu'il est tellement incroyable. Après, il y avait pas mal de scènes drôles. Bon, après, déjà, il y a toutes les scènes où elle arrive à reprendre le contrôle. Tu sais, la première fois qu'elle lui saute dessus pour l'embrasser et ensuite elle se met à hurler en mode « What's up ?» Tu vois, en mode « Qu'est-ce qui m'arrive ?» et tout, du style, elle comprend pas ce qui se passe. Et j'aime bien aussi la scène, du coup, où quand elle lui fait son sandwich au chat, et ben, il y a des photos. Et je sais pas si t'as vu les photos, mais il y en a deux. Et il y en a une sur laquelle il y a écrit « Me ». Et sur l'autre photo, il y a écrit « Not me ». Donc, elle passe son temps à lui envoyer des messages. Et il est en mode « On s'en tape ». Elle lui fait bouffer le chat, il rentre à la maison, il lui dit « Arrête de cuisiner le chat ». Non mais, t'es en mode « Ok ». Mais déjà, pourquoi il a mis son chat à la poubelle? C'est quoi ce délire? Tu mets pas ton chat à la poubelle? Ouais, en fait, Qu'est-ce qu'il a fait du chat? J'ai pas compris d'où sortait le chat, moi. Pourquoi, mais peut-être que la poubelle était pas... Je sais pas comment... Je sais pas. J'étais en mode ok. Même quand j'ai vu le chat là par terre avec l'hôtel et tout, je me suis dit, mais il a laissé le chat depuis la veille, là? Comment ça a Il l'avait mis dans... On l'a vu parce que mettre le chat dans un sac poubelle. Et de toute évidence, il n'a pas eu le temps de sortir la poubelle puisque c'est le lendemain même qu'elle s'est levée et qu'elle a... Bref. Et ensuite, elle a gardé un bout. ton chat dans la poubelle Elle a gardé un bout, pendant je sais 2 pas. jours. Et après, la scène qui m'a quand même fait le plus marrer, c'est la scène où ils vont à la soirée jeu, là où le mec lui dit « Ouais, elle invite pas et tout, machin. » Et elle vient. Et il y a le truc de... Bear, il tire la carte de « Embrasse la personne à ta gauche. » Et elle se lève, et d'abord, elle fait son visage bizarre. Et toutes les expressions qu'elle faisait, c'était... Mais pareil, une nouvelle fois, ça fait enfant. Et ensuite, elle tire la chaise, sans parler, elle se met devant, elle tire la chaise, et tout le monde la regarde en mode, qu'est-ce que c'est que ça? Et elle prend sa place. Mais, et un autre truc où il nous montre en fait que Bear ne la connaissait pas vraiment, et que même, enfin, très peu de personnes la connaissaient, c'est quand elle lit son texte bizarre, parce qu'elle prend la carte, on ne sait pas ce qui est écrit sur la carte, et ensuite, elle lit son texte incestueux, et tu te dis, ok...
Ok. Ah là là, c'était le truc le plus bizarre du film pour moi. Quelle est cette histoire? Pourquoi? Mais après, peut-être comme elle disait, ah, c'est un petit frère pour moi, du coup, d'un coup, elle Exactement. s'est, tu vois, C'est là où je me là, suis dit que c'était un truc de petit frère. Genre, quand elle a lu son texte, machin, et qu'elle a dit, ouais, si je peux pas l'avoir, je ferai ci et ça, et que ça ressemble un peu au... Ou quand, à la fin, elle lui dit, ouais, elle est prête à se tuer, elle est prête à le tuer, tout ça, machin. Je me suis dit, pour moi, elle l'a toujours vu comme un petit frère. ouais, non, vraiment, l'actrice, en tout cas, ces switches-là entre deux personnalités, c'était impeccable. Ouais. Vraiment, elle a très très bien joué. L'acteur, il était tout le film, il avait la gueule en mode, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Écoute, s'il te plaît, est-ce que tu peux arrêter de me cuisiner? Est-ce que... Tu vois, en mode, mais pas très actif. L'autre pote, il était en mode catastrophé tout le temps. Et il y a un autre moment marrant avec le pote, c'est quand il a le truc de souhait et qui lui dit, s'il te plaît, fais le souhait que d'annuler mon souhait. Ouais. Et qui dit, je veux 1 milliard et qu'il y a des billets qui tombent du ciel, du plafond. C'était marrant un peu. Et je me suis dit, peut-être qu'il a regretté de pas avoir fait ce vœu-là dès le début. Parce qu'en plus, c'est le vœu. Tu vois, à chaque fois que les gens ils font des vœux dans des films, tu te dis ça va forcément être une catastrophe. Mais là, non, ça lui a si. juste donné. Bah si, puisque 5 minutes après, il est mort. Donc tu sais qu'il y a toujours... C'est toujours une catastrophe. Oui, mais s'il était resté chez lui à compter ses billets, il n'aurait pas été mort. Tu vois, il aurait été pépère. C'est le même principe, Il tu avait vois. besoin d'aller. Ouais, je sais Oh pas. là là. Et même quand Mais il t'imagines achète l'autre le qui truc... se réveille à la fin. Grave. Mais au moins, il y a 1 milliard, il y a 1 milliard de dollars dans la maison d'à côté. Donc, si elle arrive à, tu vois, elle peut s'en sortir. Mais même la scène où il achète le truc et la meuf, elle le regarde, elle dit, t'as pas intérêt à revenir te plaindre. Et t'es en mode, Ouais, c'est what? clair. Ils reviennent tous pour annuler le vœu. Hein, Ils sont tous en mode, il ils s'est en ont passé rien des à trucs foutre. horribles et tout. Reviens pas ici. Hein. Genre vraiment en mode, c'est pas mon problème. T'es en mode, what? Non, c'était marrant. Non, mais le SAV. Bah après, aussi, enfin, moi je trouve qu'il avait quand même 2 solutions pour son problème. Parce qu'on lui a dit, tu peux faire qu'un seul vœu, après ça s'arrête quand toi t'es mort. Je dis, bon, bah, j'ai qu'à la tuer en fait. Pourquoi il a pas essayé de l'éliminer? Mais parce que c'est un lâche. Parce que s'il en a rien à foutre de la meuf, attends, choisir entre toi et moi, je me dis, bon, désolé, hein. Oui, mais un autre truc, c'est que c'est un nice guy. Tu vois? C'est le genre de mec qui a, je suis gentil, je suis un mec attentionné et tout, alors que tu sais que c'est juste un mec qui est intéressé. Tu le vois dans la façon dont il se comporte. Et t'as ce truc. Moi, une autre scène qui m'a fait rire, mais qui était pas drôle, c'est quand il est dans la salle de bain, quand vraiment il réalise qu'il a plus d'autre option que de se suicider et que tu le vois avec le pis. Il est en panique totale et tout. C'est pas censé être drôle, mais j'ai trouvé ça tellement drôle en disant. Regarde où t'en es à cause de tes bêtises. Il aurait pu faire un exorcisme, il n'a pas vu assez de films d'horreur, il aurait pu essayer des choses, il aurait pu l'emmener chez un médium, il aurait pu... Bah, je me dis, en plus, surtout, tu découvres que la magie existe. Tu vois, d'un coup. Voilà, d'un coup, tu découvres que la magie existe, qu'il y a des démons, et que l'âme de ta pote est en enfer, a priori. Ça veut dire qu'il peut y avoir des solutions. Tu cherches une sorcière. Bon, après, il n'y aurait pas de film s'il s'il avait cherché des solutions. Mais c'est vrai que pendant tout le film, le monsieur, il essaie pas trop de l'aider, la pauvre dame qui est en enfer et qui est en souffrance. C'est tellement, elle a l'air de souffrir. Elle choisit de... Elle dit même pas, aide-moi, libère-moi, sors-moi de là, fais un autre vœu, n'importe quoi. Elle lui dit clairement, excuse-moi, mais tue-moi, quoi. C'est quand même... Parce que moi, à la fin, je pensais que c'est ce qu'il allait faire. Je me suis dit, quand il a vu qu'il a tué sa pote dans la voiture, il se dit, j'ai pas... D'accord, je vais devoir la tuer, en fait, j'ai plus le choix. On est arrivé à un point où elle est trop dangereuse pour les autres et pour moi, donc je vais devoir l'éliminer. Bon, il a fait un autre choix. C'est intéressant. Non, mais je pense que l'histoire, genre pour finir sur une bonne note, une note positive, l'histoire te dit quand même qu'à la fin que c'est lui le méchant. Et donc il faut la libérer elle. Et la tuer, ça aurait été cruel. C'est-à-dire qu'elle s'est fait exploiter pendant tout le film et ensuite à la fin on dit bon bah bye. Tu vois, ça aurait été bizarre en fait. Après, ça aurait pu être une fin qui est... Tu vois, comme quand le méchant il gagne à la fin, tu vois, donc il élimine la fille, puis il finit par s'en sortir, il prend les 1 milliard et puis il disparaît. Non, mais après, la fin, elle était hyper ironique. Parce que du coup, le moment où il prend les comprimés, elle fait le vœu. Ouais. Lui, il est tellement amoureux qu'il a oublié que qu'il avait avalé les comprimés. Du coup, niais et tout, et donc ils sont tous les deux niais à se regarder et tout. Ouais, c'était marrant. Ça aurait pu marcher, hein, si elle avait fait ça 5 minutes avant. Peut-être que voilà, ils auraient été heureux tous les deux. Hein. Qui sait? Ça aurait fait une belle histoire d'amour.
romantique. Ils seraient restés ensemble tout le temps dans la maison, ils seraient jamais avec les cadavres de leurs potes ensemble, tous les deux. C'était dégueulasse ça aussi. Non mais la pauvre, elle se réveille, tous ses potes sont morts, elle a une arme dans Elle la main, avait elle sait une pas ce qui arme s'est pointée passé. sur sa tempe. Elle s'est réveillée, elle avait l'arme, elle était Ah oui, prête c'est à se vrai. suicider. Et t'es en mode, t'imagines, tu te dis, mais... Non, c'est horrible. Horrible. Quel film? Non, c'était marrant. C'était marrant, c'était pas mal du tout. C'était très divertissant en tout cas. Et non, c'était bien. Moi, ça m'a plu. Ça m'a plu. Tu lui donnerais quelle note? 8. Non, c'est un film vraiment où je trouve qu'il y a matière. J'ai débattu avec mes collègues, mais j'ai débattu avec une de mes collègues qui a genre plus de 50 ans, qui a été mariée, qui a 2 enfants, et j'arrive et elle me dit non, mais Ber, il était amoureux d'elle. Et j'étais, ah, mais ça va pas. J'étais, ah, ça, t'appelles ça de l'amour? Elle me fait, mais si, je dis non. Il dit qu'il est amoureux d'elle, il pense qu'il est amoureux d'elle, mais il est clairement pas amoureux d'elle. Et c'était marrant parce que du coup, c'était un conflit générationnel. On voyait pas du tout les choses de la même façon. Elle a pas aimé le film. En dehors de ça, elle disait, ouais, c'est du vu et du revu, et je peux la croire parce qu'elle a vu plein d'autres films. Mais cette façon d'interpréter les personnages elle était en mode, la fille, elle devient juste folle. Je dis, bah non, elle est clairement possédée, tu vois. Elle est Mais possédée par un elle voyait pas démon. du tout les choses de la même façon. C'était intéressant. Surtout qu'elle arrêtait pas de montrer que elle avait vraiment pas envie d'être avec lui, vraiment pas. Elle se jetait loin de lui, quoi. Quand elle réussissait à reprendre contrôle du corps, elle criait, ah, quand elle crie, c'est pas moi, c'est pas moi. Même la scène où elle se cogne, donc après avoir lu son poème bizarre et tout, elle se tape dessus, elle est en mode c'est pas moi et tout. Surtout que le moment où on voit qu'il couche avec elle, moi, c'est le moment où je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il fout? Ah non, moi, dès que la scène elle a lieu, j'ai dit, ah ça y est, c'est le méchant de l'histoire, problème réglé. Ah non, mais c'était... mais là, tu fais pas ça. Tu vois bien que... Ah, pas du tout. En plus, la façon dont c'est filmé, genre, elle a un regard hagard et tout, machin, et lui, son pantalon, il est même pas baissé, t'as vraiment l'impression que c'est une agression, quoi. Et il y a un autre niveau de lecture aussi, du coup, qu'on peut interpréter, je pense à ça à cause de toute l'histoire de Gisèle Pellico et tout, c'est à la soumission chimique, c'est-à-dire qu'elle est sous l'influence d'un produit, genre à son insu, et le mec fait ce qu'il veut d'elle, quoi. Non, mais dès le début, de toute façon, on voit que... Bah, dès le début du film, il essaie de faire des trucs pour, tu vois, pour lui plaire. Genre, il s'entraîne à faire un discours. Déjà, rien que faire ça, c'est un peu bizarre. Enfin, si tu es vraiment... Totalement. Sois honnête, tu vas l'avoir, tu lui dis des choses clairement. T'as pas besoin de faire de la poésie, de t'entraîner avec des gens. Surtout que ce qui était rigolo, c'est que la fille du début, elle lui dit, bah sinon, t'as qu'à lui offrir un truc qu'elle aime bien. Enfin, je sais pas, une solution simple. Et lui, il va chercher des grands discours. Il essaie de toi. Il va la voir au bar, il demande à ses potes de se barrer, là, pour qu'il soit tout seul. Pourquoi tu fais tout ça, déjà? Si t'as pas... Enfin, c'est vraiment des attitudes qui sont étranges. Si une meuf te plaît, en plus, tu la connais, tu travailles avec elle, t'es toute... Mais... Vas-y, quoi, dis-lui clairement. Enfin, c'est pas la peine de faire tous ces chichis. Surtout que ça fait très attitude chelou des films des années 2000, où on doit faire des espèces de plans de machin pour plaire à une fille, tu vois. Bon, tu vois, c'est encore, on revient au cliché des films des années 2000 où on montrait justement que les mecs, ils faisaient, pour plaire à la fille, ils étaient prêts à faire des trucs bizarres, de faire des plans, d'avoir c'est un peu de la manipulation. C'est tout. Ouais, de manipuler. Des manigances pour lui plaire. Pareil, la meuf, elle lui dit, ah, j'ai fait tomber mon collier. Pourquoi, dans la nuit même où la dame, elle te dit ça, tu te dis, il faut absolument que j'aille lui acheter. T'as pas besoin de lui acheter un collier. Enfin, c'est bon, quoi. Enfin, elle se démerde avec sa vie, quoi. Et voilà, il va chercher le collier parce que, voilà, il faut absolument... Moi, là, quand tu parles comme ça me refait penser au personnage de Charlie dans The Drama. Tu vois, un film auquel je pense souvent. Et la scène du début où il arrive, il refait la scène, il refait l'introduction, il la fixe, il fait semblant d'avoir lu le livre, tous ces trucs extrêmement creepy, là, c'est pareil. T'as plein de mecs comme ça, en fait, qui pensent que... il faut manipuler, il faut manigancer, il faut mettre en place des pièges pour pouvoir obtenir... Tu sais, genre, tu vois pas la personne comme une personne, mais c'est une proie, quoi, que tu dois réussir à capturer. Et comme si les femmes sont tellement des êtres humains à part qu'il faut absolument leur parler d'une certaine manière et avoir des attitudes très précises pour pouvoir les séduire, alors que bon, dans la vraie vie, ça n'a rien à voir, quoi. C'est beaucoup plus simple que ça. Non, c'est vraiment les histoires que les mecs se racontent. Enfin, certains, ouais, bien sûr.
Ben, pour ce film, je mettrais un 6. Je trouve que c'est une bonne note. C'était un bon film, il était sympa. Il m'a pas fait peur, mais c'était cool. Et puis bon, le sujet, il était intéressant. Si moi, la scène où elle marche en reculant, je m'y attendais pas, j'étais en mode, ton niveau de possession, c'est quoi ce truc? Moi, c'est pas mal. Ils auraient pu aller plus loin dans la possession, en vrai. Hein. Ça aurait été pas mal. Totalement. Hein. Mais je me dis, avec le petit budget qu'ils ont eu, franchement, c'est pour ça que, tu vois, je me dis, j'ai hâte de voir ce qu'il va faire après. Parce que avec le petit budget qu'il a et tout, il a pu faire un truc incroyable. Donc là, je pense que Hollywood va lui ouvrir toutes ses portes et voir s'il va créer un univers autour de ça ou s'il va aller plus loin. Parce que c'est vraiment, en effet, très petit. Il y a 4 acteurs. Enfin, ça se passe dans 3 pièces. Il peut vraiment développer le truc avec le souhait. Il suffit de faire d'autres films avec des gens qui font des souhaits pétés et puis on regarde Avec ce qui qui se il passe. parlait au téléphone. Tu vois, tous ces trucs-là, est-ce qu'il y a d'autres... est-ce que oui, quelqu'un d'autre qui fait un autre vœu ou comment ça marche? Et même ce truc de faire le souhait, techniquement, c'est un peu comme une potion magique. Ce genre de souhait, généralement, c'est les meufs désespérées qui font ça, tu vois. Et le fait que ce soit un mec et tout, machin, même ça change. Ouais, c'est marrant. Et bien, c'est tout pour cet épisode de On regarde ou pas. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Laissez-nous un commentaire et dites-nous ce que vous avez pensé de Backroom, The Substance et Obsession. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram, TikTok et YouTube ou nous contacter à l'adresse email onregardeupas@gmail.com. À très bientôt. Bye!